Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver dans notre émission Ensemble c'est mieux. 9 mois après le début du confinement, l'épidémie que nous traversons pèse indéniablement sur notre santé mentale. Colère, ennui, stress, anxiété, comment apprendre à affronter ses peurs, comment gérer ses émotions. Nos invités nous y aideront ce matin. Mais d'abord, on part retrouver Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin ? Salut Anne Fantet et bonjour à vous à la maison, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce matin, je vous présente une belle initiative qui, je l'espère, pourra vous inspirer. Alors, je suis sur la place de la Gare à Rennes et depuis le reconfinement, eh bien, le trafic ferroviaire a baissé de 60%, donc autant vous dire que ça a eu un sacré impact sur le chiffre d'affaires des commerçants et je ne parle même pas des restaurateurs. Mais vu qu'on vous le dit souvent, ensemble c'est mieux, eh bien, ils ont décidé de s'unir pour vendre ensemble leurs produits. Et on va en parler avec toi, Yann, bonjour. Bonjour. Alors, tu es l'un des commerçants de la place de la Gare. Est-ce que tu peux nous expliquer votre initiative qui porte d'ailleurs le nom Place de la Gare ? Alors, place de la Gare.shop, c'est une initiative qui est issue du quartier, qui permet aux Rennais de retrouver l'ensemble de l'offre des commerçants de la place de la Gare, où on a des restaurateurs, on a des boulangers, épiciers, une cave à vin. Donc voilà, le tout réuni sur une même commande, livré à la maison. Donc on va sur Internet et on peut se faire livrer vos produits. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu un éventail des produits que vous proposez. Je te laisse nous présenter tout ça. Il y a de quoi faire. Alors là, on est en train de préparer les commandes qui sont précommandées pour ce midi. On a des pâtisseries, pour avoir des tartes au chocolat maison, tartes au citron, des éclairs. Ça a l'air trop bon. Un bon phare breton parce que ça fait jamais de mal. Alors on peut aussi commander des produits de première nécessité, c'est ça, comme un poireau. On a du pain de mie, on a de blédina, on a des gâteaux apéritifs dans ce sac en commande. On a également quelque chose qui plaît vraiment, c'est du bon pain frais, fait tous les matins par le boulanger dans le fournil juste derrière. Et puis pour ma grand-mère, un bol breton mamie, ça c'est très important. Alors comment est-ce que, parce que toi tu tiens un restaurant de sushi. C'est ça. Donc, ici, c'est toi qui as eu l'idée de cette initiative. C'est ça. En fait, on avait déjà une logistique nous de livraison avec les scooters pour les sushis. Et lors du premier confinement, on a vu que les restaurateurs se repensaient et allaient proposer des plats emportés. Et on s'est dit, si à partir du moment où ils sont packagés dans des boîtes, nous, on est capable de les emmener chez les clients. Donc, j'ai proposé cette idée et ça a plu à l'ensemble des commerçants, parce que tout le monde a donné son feu vert pour participer. Et aujourd'hui, on retrouve à peu près une quinzaine d'établissements sur l'application et sur le site placedelagare.shop. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez fait, on va avancer un petit peu, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ne pas passer par des plateformes comme on peut voir en ville, Deliveroo, Uber Eats ou autres ? Alors, les restaurateurs avaient le choix de pouvoir passer sur du Uber, mais la commission est d'environ 30-35% en général. Donc, à la fin, il ne reste pas grand-chose à manger dans l'assiette pour les restaurants. Donc c'est bien pour une offre complémentaire, je pense, mais uniquement faire ça pendant le confinement, ça a peu de sens économique. Et nous, on travaille avec une commission qui est beaucoup plus légère, on est à peu près à 15% sur les ventes. Et parce qu'en fait, c'est toi qui achètes stock à tes collègues et qui te charge du dispatch après. C'est ça. On achète et comme ça, ils se retrouvent beaucoup mieux qu'avec les plateformes multinationales. Et donc, tu as dû peut-être embaucher des livreurs supplémentaires ? C'est ça. Nous, c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on a des livreurs qui sont salariés. On ne travaille pas avec des auto-entrepreneurs. On est vraiment maître de notre offre jusqu'au client. Et du coup, au lancement de placedelagare.shop, on a embauché 3 livreurs supplémentaires. Et du coup, si ça continue à cartonner comme ça cartonne, je pense qu'on aura la chance de pouvoir faire un peu d'embauche supplémentaire. Ah super. Et alors, chaque commerçant aussi, j'imagine, a dû travailler un peu les emballages parce que se faire transporter ses éclairs au chocolat dans un vélo. C'est ça, c'est vrai que c'était un petit peu le challenge justement de la préparation. C'était comment penser des plats qui puissent ne pas être abîmés avec les transports, avec les bosses, les dodanes, avec les scooters. C'est vrai que les sushis ne sont pas du tout impactés par ça parce qu'ils sont assez serrés dans les boîtes en général. Et là, donc, voilà, tout ça repensé. Et puis du coup, on a réussi à trouver les réglages pour pouvoir avoir des plats qui sont en bonne et due forme chez les clients. Bon, et alors dans ton magasin de sushi, c'est un peu le centre de dispatch de toutes ces commandes où on va aller dans quelques instants. On va commencer à préparer les paniers et puis on se retrouve tout à l'heure. Enfin, s'il en reste encore, parce que je peux vous dire que la tarte au chocolat, moi, elle me donne bien envie. Allez, à tout à l'heure, Evan. Et comme chaque jour, on donne la parole aux télétravailleurs de notre région. C'est Arnaud qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, depuis quand vous télétravaillez ? Alors, je télétravaille depuis de nombreuses années, mais je suis à 100% en télétravail depuis le début du confinement. Et comment vous avez réussi à trouver votre rythme entre le télétravail et l'entreprise ? Alors, les deux se mélangent un petit peu puisque je télétravaille à domicile et que j'ai tout à disposition. Donc, mon équilibre, je le trouve en mettant moi-même des barrières entre la vie pro et la vie perso. Alors, comment vous faites ? Donnez-nous quelques astuces.
Alors déjà, je me mets en condition pour travailler, c'est-à-dire que je m'habille pour télétravailler. Contrairement à ce que l'on croit, je ne télétravaille pas en pyjama ou en short. Je m'habille et je mets des chaussures comme si j'allais travailler dehors. Et mine de rien, psychologiquement, ça met en condition. Et puis ensuite, lorsque je décide de prendre une pause déjeuner ou d'arrêter de travailler le soir, eh bien clairement, je referme symboliquement la porte de mon bureau et mon PC de façon à, comme si je quittais le bureau à l'extérieur, de façon à pouvoir passer d'une sphère professionnelle à la sphère privée, sans aucun problème. Et j'y arrive très très bien depuis de nombreuses années. Tout est une question de symbole. Donc, qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre vie en entreprise ? Alors, ce qui me manque le plus, c'est vraiment le contact et la proximité avec les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. La visioconférence, c'est bien, mais ça a ses limites. Ça n'empêche pas la relation humaine, ça n'empêche pas de continuer parfois aussi la discussion de travail autour d'un déjeuner ou d'un café, et ce côté convivial, moi, me manque énormément. Et justement, comment vous arrivez à briser la solitude dans vos journées de télétravail ? Alors, la visioconférence et les moyens de communication aident beaucoup, le téléphone est toujours là, et puis on a quand même une autorisation de sortie, donc j'en profite aussi pour avoir aussi un lien social avec l'extérieur. Donc c'est moins facile qu'auparavant, certes, mais c'est pas pour autant trop difficile non plus, en tout cas en ce qui me concerne. Et une dernière astuce pour garder le moral le jour où on est moins motivé et qu'on travaille à la maison ? Eh bien, on s'accorde le droit de ne pas travailler et de regarder un épisode de sa série préférée ou un peu de musique, et puis on prend un café, on reprend un peu plus tard, puisque quand on est en télétravail, on a peut-être des horaires un peu plus souples, et ça permet de pouvoir décaler justement ses obligations professionnelles sur un petit peu plus tard dans la soirée ou un petit peu plus tôt le matin. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous et merci pour tous vos conseils. Merci, avec plaisir. On se souviendra tous de ce 17 mars 2020, jour où le premier confinement a débuté. 9 mois après, nos vies restent encore et toujours chamboulées par cette épidémie de coronavirus. Cette situation extraordinaire peut avoir des effets sur notre santé mentale. Regardez, c'est notre dossier du jour. Je me sens pas bien avec ce confinement, ça m'angoisse. Reste pas dans cet état, consulte. Le premier confinement a eu un impact néfaste sur la santé psychologique d'1 Français sur 4. Le second confinement, auquel s'ajoute une crise sanitaire qui dure et des problèmes d'emploi, augmentent les risques psychiques. Stress, angoisse, sentiment d'isolement. Dans cette ambiance anxiogène, prendre soin de sa santé mentale est indispensable. N'hésitez pas à vous faire aider. Environ 1 Français sur 3 a déjà fait appel à un psy au moins une fois dans sa vie. Ce n'est plus tabou. Pendant le confinement, les psys maintiennent leurs consultations en présentiel ou s'adaptent et consultent de façon virtuelle. Si vous ressentez le besoin de parler, des plateformes téléphoniques sont également à votre écoute. C'est gratuit et anonyme. Ça vaut le coup. 2 ou 3 entretiens avec un professionnel peuvent suffire à apaiser la plupart des situations d'angoisse. Alors, on décroche son téléphone ? Et nos invités ce matin, Mélanie Maillard, vous êtes psychothérapeute. Henri Lelion, vous êtes président de l'association Lueur d'Espoir 35. Et enfin, Céline Brûlé, vous nous remontrez le moral tout à l'heure, à la fin de cette émission. Alors, Mélanie Maillard, on est en train de vivre notre deuxième confinement. Évidemment, chacun réagit différemment. Je vous propose d'écouter d'abord ce témoignage d'Estelle. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle et je suis atteinte d'un trouble anxieux généralisé depuis le début de l'année. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de traverser ça avec le contexte actuel. Depuis le temps, on peut dire que le stress il est devenu quand même beaucoup plus gérable, car il faut dire que juste avant le confinement, j'ai pu aller voir ma thérapeute. Depuis, j'ai pas repris de rendez-vous parce que j'évite les déplacements avec le confinement. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment maintenir une thérapie à distance lorsque l'on ne dispose plus en fait de cette intimité thérapeute-patient dont on a besoin, notamment lorsque l'on habite à plusieurs dans un logement. Que peut-on répondre à Estelle, Mélanie Maillard ? Alors en effet, ça s'est beaucoup posé comme question au premier confinement où il y a des personnes qui vivaient à plusieurs dans le même logement et chacun essayait de trouver des subterfuges, des stratégies. Il y en a qui allaient dans leur voiture, il y en a qui profitaient de faire 1 heure de promenade pour être dans leur temps de consultation. Alors, par rapport au premier confinement, constatez-vous davantage de personnes en détresse psychologique ? Alors oui, en effet, parce que ça dure dans le temps. Voilà. Et autant au premier confinement, il y a eu ce temps de prendre conscience de ce qui se passait et ça a mis quelques jours, quelques semaines pour certains, de se dire qu'aussi ça allait durer. Il y avait ce temps de sidération et puis après ce temps où on reprend un petit peu face et on réorganise sa vie.
Là, on sent que ça déstabilise un quotidien pour un certain moment, puisque ça va de l'emploi, de la santé. Est-ce qu'on va pouvoir vivre comme avant ? Oui. Alors, Henri Le Lion, votre association Lueur d'Espoir existe depuis plus de 30 ans. C'est un espace d'écoute. Finalement, les gens qui vous appellent, qu'est-ce qui pèse le plus pour eux ? C'est la menace du coronavirus ou c'est le confinement en tant que tel ? Oh, c'est tout ça à la fois, en fait, oui. Et oui, la pensée qu'elles peuvent être atteintes, bien sûr, par cette maladie malheureuse et atroce, mais aussi la solitude, l'impression d'être abandonnée un petit peu à elle-même, etc. Et heureusement, nous avons une ligne d'écoute qui a des permanences assez étendues dans la semaine et au cours de la journée. Et aussi, entre les membres eux-mêmes, il y a des liaisons téléphoniques, ils se connaissent, ils se parlent au téléphone et tout. Donc, il y a leur famille et il y a les membres également qui vivent le même syndrome. Oui. Alors, le ministre Olivier Véran, le ministre de la Santé Olivier Véran a insisté le 19 novembre sur les effets de ce deuxième confinement. 20 000 appels par jour au numéro vert d'aide psychologique. J'imagine que vous aussi, vous êtes plus sollicité que d'habitude, Henri Le Lion ? Oui, nos bénévoles qui répondent au téléphone ont vécu effectivement des moments plus difficiles pour répondre aux besoins de personnes isolées. Parce que nous avons principalement nos membres qui sont en Ille-et-Vilaine, mais nous en avons aussi à l'extérieur de l'Ille-et-Vilaine, dans le reste de la France. Oui, ça a pu être effectivement difficile à certains moments, oui. Alors, on est tous passés dans cette crise sanitaire par des états de sidération, on s'est adapté. On sent quand même aujourd'hui un peu d'épuisement et de fatigue. Mélanie Maillard, est-ce que ces montagnes russes émotionnelles peuvent créer, à terme, des troubles psychologiques ? Le témoignage d'Estelle le disait très bien, le montrait très bien. En effet, le fait d'avoir ce stress au quotidien sur une durée indéterminée, voilà, on a des troubles du sommeil, des troubles anxieux, on n'arrive plus à contenir l'angoisse. Ce qui nous ressourçait au quotidien, c'était peut-être le week-end, faire du sport, voir des amis ou voilà, avoir ces rituels de cinéma, de théâtre. Voilà, il n'y a plus ça aujourd'hui, donc ils sont vraiment à réinventer aussi. Ouais. Céline, est-ce que vous aussi, vous sentez... Enfin, vous, personnellement, en fait, je vais vous poser la question. Est-ce que vous sentez un stress, une anxiété liée à cette crise sanitaire ? Il y a quelque chose d'assez pesant, quand même. Ouais. Moi, je sens que je suis frustrée de ne plus avoir les mêmes relations avec les gens, d'aller dans la rue et de voir ces masques. On n'a plus les mêmes rapports, en fait. Et il y a un côté pesant pour moi, oui, en tout cas. Et Mélanie Maillard, en tant que psychologue, parce que je pense que vous aussi, vous vivez la crise comme nous tous, et à la fois, vous êtes au chevet de ceux qui ont des coups de mou, des coups de pompe. En effet, il y a ce sentiment qui vient au quotidien, ce sentiment de lassitude. Voilà, de ne plus pouvoir faire de projets, de plus s'imaginer les prochaines vacances. Là, c'est Noël. Donc, en effet, ça bloque beaucoup. C'est un peu réinventer son quotidien, se baser sur des activités simples du moment présent pour remettre un peu un dynamisme, mais qui est autre qu'avant. Voilà, on perd un peu ses repères spatio-temporels, ses objectifs n'ont plus la même temporalité et sont plus au quotidien à se fixer, oui. Henri Le Lion, vous avez une forme de lassitude, un peu comme Mélanie Maillard ? Oui, et en même temps, c'est ça, nos relations humaines ont été transformées. Et on l'espère temporairement, mais elles ont été vraiment transformées par la distance, par nos contraintes de déplacement, par les embrassades qui n'existent plus ou presque plus, enfin, etc., etc. Ça touche directement l'affection, les affects. Et oui, ça nous pèse. Et justement, quel est le profil des personnes qui vous sollicitent, qui vous appellent pour avoir de l'aide ? Leur profil, vous savez, la dépression, ça touche des personnes aussi bien à 18, 19 ans qu'à 70 ans et quelques. Les hommes comme les femmes, les gens de la ville comme les gens de la campagne. Et vous me disiez qu'il y avait plus de femmes qui vous appelaient quand même. Oui, c'est vrai. Les femmes ont tendance à être plus expansives et donc à appeler davantage. Et elles sont plus présentes au sein de notre association que les hommes. 2 sur 3 peut-être, environ, rapidement.
Et cette association existe depuis donc 31 ans. Et la fondatrice, je me permets de vous le présenter, Juliette Renaud. Ouais. Et elle l'a fondée, c'était une déprimée, une personne dépressive. Ouais. Et elle était avec 2-3 autres, elles ont décidé de donner un coup de main, d'ouvrir une porte d'échange, d'accueil, de soutien, de parole. Et j'aimerais citer quelque chose qui, selon moi, est très représentatif, parce qu'elle souffrait aussi d'un cancer. Et ce qu'elle a toujours dit, c'est « Je préfère souffrir d'un cancer et je le supporte mieux que ma dépression ». C'est vrai qu'on est un tabou Ça, autour... c'est une parole qui est, selon moi... C'est vrai qu'il y a vraiment un tabou autour de la dépression. Est-ce que cette crise sanitaire va permettre aussi de pouvoir en parler librement, Mélanie Maillard? C'est vrai, dans le cas du cancer, là, on sait contre quoi on peut se battre. La dépression, c'est vague, on n'ose pas en parler. Et dire, est-ce qu'on va pas bien? On se lève le matin, on n'a pas envie de sa journée, on n'a plus envie de faire des activités qui nous font plaisir, on perd l'appétit, on perd le sommeil, on s'enfonce tout doucement vers l'isolement. Et c'est très tardivement plutôt que les gens mettent le mot dépression. D'accord. Oui. D'ailleurs, on parle beaucoup du confinement, mais le déconfinement est aussi à certains égards très compliqué à vivre. Qu'est-ce qui se joue, Mélanie Maillard? Alors, c'est vrai que d'un coup d'un seul, il y a la réalité qui change complètement. Et donc là, le déconfinement est progressif. Il y a samedi, dimanche dernier, il y avait une espèce, en plus il faisait beau, une espèce de renaissance de vie. On avait l'impression que c'était le printemps, vous voyez les fleurs qui s'ouvrent. Voilà, ça donnait un peu les gens dans les rues qui tâtonnaient. On s'approche pas trop, mais voilà, le plaisir de sortir dehors... C'était assez flagrant dans les rues. Maintenant, là, avec plusieurs étapes, l'objectif, c'est ça met beaucoup de responsabilités sur chacun. Est-ce qu'on va fêter Noël? Est-ce qu'on va se retrouver en famille? Est-ce qu'on va se retrouver entre amis? À combien on peut se voir? Oui, mais chez un tel, c'est trop petit. Voilà, toute la peur qu'il y a autour des fêtes de fin d'année. Et c'est aussi un temps où il faut faire le deuil de sa vie d'avant, parce que... Au 15 décembre, on ne va pas tous s'embrasser, on ne va pas... Ouais. Je trouvais qu'il y a Florence Servan-Schreiber qui disait quelque chose d'assez intéressant, là, il y a quelques mois, dans une conférence. Elle dit, finalement, mon métier de conférencière n'existe plus. Et qu'elle avait mis un certain nombre de temps à renoncer et à dire, mais j'aime ce métier, je l'ai toujours fait, il faut que je fasse autre chose. Donc, faire le deuil de le faire autrement. Vous partagez cet avis? Oui, et si je peux me permettre... Le confinement a ceci de tragique ou de dramatique que ça touche 3 caractéristiques qui sont propres à l'être humain, un être biologique, psychologique et social. Et ces 3 composantes-là sont affectées directement, selon moi, par le confinement. Et bien entendu, les personnes déprimées comme des personnes plus en santé et tout. Et au niveau, par exemple, social, nous offrons des permanences qui ont été, sinon abrogées, du moins réduites et tout, ou des mercredis mensuels et tout. Et j'ai envie de dire que pour les déprimés aussi, le titre de votre émission, Ensemble, c'est mieux. Lutter contre la déprime ensemble, c'est plus facile. Ouais. Et justement, quelle est la posture de vos écoutants? Comment on reçoit l'appel de quelqu'un qui est en détresse? Comment vous faites? Il y a des techniques, des façons d'être, des attitudes personnelles, des techniques qu'on apprend dans l'écoute active, dans l'empathie, dans ne pas porter de jugement, etc., etc. Comme pour les gens d'SOS Amitié, etc. Il y a là. Et pour le reste, quand les personnes sont elles-mêmes un peu fragiles au téléphone aussi, elles peuvent faire part d'expériences personnelles pour se sortir de là. Et il n'y a rien de tel parfois que ce contact entre une personne déprimée qui téléphone et une ex-déprimée qui répond. C'est très... Et une petite dernière question, Mélanie Maillard. Finalement, que peut-on faire au quotidien pour limiter l'impact psychologique sur notre santé mentale? Alors en effet, se fixer des objectifs au quotidien, pouvoir, ce que disait
Arnaud pour le télétravail, c'est très symbolique en effet, mais bien faire la différence entre vie privée et vie personnelle, pouvoir se mettre dans des activités, réinventer sa vie, je pense que c'est vraiment ça. Et puis prendre conscience aussi de comment on a vécu ce confinement. Pour certains, c'était une sécurité. Parce qu'aller au travail, c'est difficile, c'est compliqué. Pour d'autres, c'est un enfermement et c'est stressant. Et voilà, voir comment on a vécu le confinement pour mieux préparer le déconfinement. Aurélie Lyon, une dernière petite astuce pour préserver notre santé mentale en ce contexte sanitaire? Une astuce... Un mantra, disons, si vous préférez. On a besoin de parler avec les autres, on a besoin de s'inventer des plaisirs personnels, peut-être aussi, ou de s'attacher à de nouveaux plaisirs ou de nouvelles avenues d'activités, de ressourcement, de plaisir. Finalement, prendre soin de soi, c'est ça en fait, c'est la grande idée. Oui, ça nous met... Merci à tous les deux d'avoir participé à notre dossier du jour. Restez avec nous, on file retrouver Evan qui est aujourd'hui à la place de la Gare. Et oui, les commerçants de la place de la Gare se sont réunis pour créer un site internet placedelagare.shop à Rennes. On peut commander les produits de tous ces commerçants sur un seul et même site. Et c'est ici, dans le restaurant Eat Sushi de Yann, qu'arrivent toutes les commandes. D'ailleurs, Anne Fontaine, je ne trouve pas la tienne. C'est normal, ça ? Je suis en train de travailler, je ne peux pas trop commander, là. Bon, d'accord, je te pardonne. Yann, expliquez-nous un petit peu comment se passe le processus de commande jusqu'à la préparation des sacs de livraison. Alors, c'est simple, en fait, quand les clients sont sur l'application ou sur le site de placedelagare.shop, on a un ticket qui sort et qui reflète toutes leurs commandes. Nous, ensuite, on prépare les sacs qui sont ici. Donc, il y a souvent des précommandes qui sont faites le matin pour le midi. Et en fait, on s'organise avec des fluos. En fait, tout ce qui est stocké ici au Eat Sushi est dans le sac. Et tout ce qui est en fluo reste à aller chercher dans les établissements. Notamment, ici, on a un plateau de fruits de mer qu'on ira chercher aux pêcheurs à côté. Où on peut également avoir des plats, du pain, comme je suis allé chercher tout à l'heure, du pain et des pâtisseries. Voilà. Donc vous allez vraiment sur mesure chercher les produits en fonction des commandes. Et alors, vous avez dû, j'imagine, aussi vous organiser pour la conservation de tous ces produits. C'est ça, en effet, on va pouvoir regarder si vous voulez. On va aller voir. Laura, gros plan. Laura. Tout est stocké en boîte thermocellée avec une DLC. Laura va nous expliquer ça. Bonjour Laura, tu peux prendre ton micro ? Oui, alors, bonjour. Comment est-ce que vous préparez les plats pour qu'ils résistent non seulement aux températures extérieures et puis aussi au transport ? En fait, nos chefs les préparent dans un restaurant, donc le restaurant Les Pêcheurs, et ensuite ils les dressent dans les barquettes comme ça, individuelles. Alors là, on a par exemple un bel entremets au chocolat. Ça permet de les conserver combien de temps ? Jusqu'à 4 jours environ. Ah oui, en effet. En plus, il y a toute la traçabilité. Super. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Yann, il a fallu, j'imagine, investir dans ce système. Ah bah voilà, on a pris un petit sac. Absolument, oui, on a dû investir forcément dans tout ce qui est le triporteur, les machines pour sceller les boîtes. Et dans un site internet. Et dans un site internet, absolument. Et l'application qui a été des dépenses un petit peu pour le lancement de l'opération placedelagare.shop. Et alors ça, c'est facile justement de gérer le site internet ? Alors c'est simple. Nous, aujourd'hui, on nous a mis c'est Prestap, une petite société basée à côté de Nantes, donc en local aussi également, qui nous a développé ça et qui nous a laissé dans tout un back-office qu'on peut gérer nous en autonomie. Il faut quand même faire des photos des plats et gérer ça au quotidien. Il faut l'alimenter, c'est du ça. boulot. En effet, ouais. Alors si on vous a emmené dehors dans le froid, c'était pour vous montrer ce drôle d'engin qui permet de faire les livraisons. Tu vas nous en parler. Donc ça nous permet de faire des livraisons en fait en étant en véhicule électrique et on peut avec ce véhicule rouler sur les voies de bus et voies cyclables, donc ça permet de ne pas perdre de temps pour les livraisons. D'aller vite. Et en plus, il est réfrigéré. Voilà, vous avez un coffre réfrigéré qui est frigo pour pouvoir permettre de conserver la chaîne du froid de nos produits, et surtout pour les plateaux de fruits de mer notamment, qui sont des produits assez sensibles. Alors on garantit complètement l'aspect sanitaire de nos produits. Et alors, vous avez fait le choix aussi, pas forcément dans le frigo, de livrer des livres. Oui, absolument. C'est rigolo, ça. C'est vrai qu'on a été sollicité par la librairie Le Fayère à Rennes pour mettre en place des livres. Et en effet, on a mis ça très rapidement. Ça fait depuis 2 semaines déjà qu'on a des livres et puis on en vend déjà. Donc c'est un succès également. C'est plutôt sympa. Bon, donc on trouve de tout sur ce site placedelagare.shop, tellement que moi j'ai commandé un plateau de fruits de mer qui vient du restaurant Les Pêcheurs juste de l'autre côté de la rue. On va aller voir la préparation dans quelques minutes. Et restez bien avec nous puisque vous verrez que le collectif de commerçants prépare déjà les fêtes de Noël avec une proposition et une formule, étoilée. Voilà, on vous en dit plus tout à l'heure. On a hâte de voir cela. À tout à l'heure, Evan. Et comme chaque jour, place à notre page emploi. On vous fait découvrir ce matin les coulisses du métier d'opticien. Regardez. Et là, je les esserrai un peu plus. Ça va, c'est mieux ? Là, elle va plus faire de marque à l'oreille ni rien du tout.
Je vous en prie, avec plaisir. Je m'appelle Amin Ibrahimi, j'ai 47 ans, je suis opticien depuis 22 ans. Je suis devenu opticien parce que j'ai une très forte myopie. J'ai porté mes lunettes jusqu'à l'âge de 19 ans. À l'époque, j'avais des verres très épais et ensuite j'ai mis des lentilles. Donc sur tout ça, le métier m'a beaucoup intrigué. Les gens qui voient mal, tout ça, je sais ce que c'est. Je vais vous la serrer celle-là aussi. Ouais, oui, ça vous fait mal? D'accord. On est professionnel de santé. On a la chance là de pouvoir rester ouvert. Et je connais beaucoup de commerçants qui malheureusement ferment. On aurait aimé que tout le monde soit ouvert. Donc ça, c'était la deuxième paire au cas où, c'est ça, ça vous avez une monture de dépannage. En ce moment, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Les gens doivent éviter qu'ils attendent dehors. On a mis en place le rendez-vous en ligne. Donc ils prennent leur rendez-vous pour favoriser la circulation dans le magasin. Si elle veut la même qualité avec la même technologie que la première paire, vous payez un verre sur deux. Donc vous avez 50% de remise sur la deuxième paire sur les verres. Un opticien, ça a plusieurs facettes. Donc on est un professionnel de santé et puis on a un côté commercial. Donc on a le côté commercial parce qu'on choisit la monture, voilà, c'est un effet de mode. Et puis ensuite, il y a le côté aussi technique parce qu'on choisit aussi les verres, on conseille, on essaie de comprendre les gens l'utilisation de leurs verres. Et par la suite, un peu comme en pharmacie, on s'occupe de la partie administrative avec la mutuelle. C'est un service qu'on fait aux clients, on fait le tiers payant, comme ça ils n'ont pas avancé les frais. Donc il y avait 500 €, c'est ça? Opticien, c'est pas juste vendre des lunettes. C'est vraiment le côté relationnel avec les clients, les connaît eux, leurs histoires. C'est vraiment un contact avec les clients en fait. Chaque personne a une histoire et les gens, voilà, on passe du temps avec eux. Pour en savoir plus sur ce métier, les formations et ses débouchés, nous sommes avec Chantal Guénec. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors vous êtes conseillère Pôle emploi à Quimper. On vient de le voir, le métier d'opticien a de multiples facettes. Il y a l'aspect technique et esthétique aussi quand même. Oui, alors voilà, on a l'impression que ce ne sont que des vendeurs, mais ce sont des professionnels de santé, c'est ce que nous disait Hamid. Ils font le lien entre l'ophtalmologiste et le client, le patient. Et donc, on a le côté aussi technique où il y a tout le réglage et le choix des lunettes. Et ça, c'est primordial pour ce métier. Et donc, on a aussi beaucoup de contacts. Et quelles sont les formations qui existent pour devenir opticien, Chantal ? Alors, en formation classique initiale, après une troisième, je peux m'engager via le bac pro monteur vendeur lunetier, où là, je suis assistant de l'opticien. Et par la suite, je peux vraiment me qualifier par un BTS opticien. Et là, il y a pas mal de formations en Bretagne sur ce métier. Et c'est un métier vraiment, vraiment valorisant et épanouissant. Et quelles sont les qualités humaines qui serviront d'atout pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans cette voie ? Alors moi, j'en dirais plutôt 3. Alors la minutie, parce que c'est un métier technique. Il faut être très minutieux, même s'il y a de l'aide avec des nouvelles machines. Il y a aussi le côté sens du contact. Ça, c'est important. Savoir vendre, c'est ce que nous disait Hamid, mais aussi savoir écouter, proposer à la personne, être dans l'empathie aussi. Et l'adaptation qui est aussi primordiale dans l'évolution technologique des lunettes ou des lentilles. Est-ce que c'est un secteur qui recrute en Bretagne ? Eh bien oui. On appelle ça dans notre jargon chez Pôle emploi les métiers porteurs. Alors, quand une personne sort d'un diplôme, donc soit le bac pro, soit du BTS, 3 mois après, 86% sont à l'emploi. Donc, je pense qu'en ces temps, c'est plutôt bien. Et puis, avec quelques années d'expérience, c'est un métier qui est lucratif. On peut avoir 2 000 € net par mois. Et un dernier conseil, Chantal, pour celles et ceux qui souhaitent se lancer et qui hésitent, comment Pôle emploi peut les accompagner ? On peut les accompagner en allant enquêter aussi, aller observer un opticien, voir ce qu'il fait.
Il y a des périodes d'immersion pour nous qui existent. On peut faire des stages en étant demandeur d'emploi. Et puis aussi en allant sur la bonne boîte qui est sur l'Emploi Store ou la bonne formation. Merci beaucoup Chantal pour toutes ces informations. À la prochaine et bonne journée. Autre conseil, il vous arrive parfois de tomber sur des mots en anglais sur une annonce. Faut-il s'en méfier? Élément de réponse avec Arthur Perticos. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Mots d'anglais dans une annonce, faut-il s'en méfier? En France, une annonce d'emploi doit légalement être rédigée en français. Mais les termes spécifiques en anglais comme manager ou marketing sont tolérés et ils se multiplient. Si vous ne comprenez pas du tout l'intitulé d'un poste, c'est sans doute qu'il n'est pas fait pour vous. Si une simple traduction vous permet de comprendre de quoi il s'agit, alors tout va bien. Mais que fait un Chief Happiness Officer, ou en français, un responsable du bonheur? L'anglais cache parfois le flou de certaines attributions liées à un poste. Alors mieux vaut demander des éclaircissements dès l'entretien, sous peine de déception. Faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. On passe à notre volet solidarité. C'est à vous, Céline. Coup de projecteur ce matin sur un mouvement citoyen. Exactement, qui se situe à Plouray, dans le Morbihan. C'est un couvent qui était inoccupé depuis 8 ans, qui se transforme en écolieu, une utopie écologique, démocratique, sociale. Et nous avons avec nous l'un des bénévoles, ils sont 15, dans l'association Bascule Argoat. Donc bienvenue parmi nous, Aurélien Vernet, bonjour. Bonjour Aurélien. Ah, bonjour Aurélien. Aurélien, est-ce que vous nous entendez? Alors dites-nous en plus le temps qu'on retrouve Aurélien, Céline. Oui, alors en fait, cet écolieu, il s'agit d'un couvent. Là, une congrégation de sœurs leur a mis à disposition ce couvent pour leur projet écologique, démocratique. Ah, peut-être qu'il est parmi nous? Ah, le plus à même d'en parler, oui, c'est Aurélien. Je suis de retour. On a retrouvé la liaison, Aurélien. Bonjour. Ah non, c'est encore raté. Alors je vais continuer d'en parler. Alors, il parle d'une gouvernance partagée. Qu'est-ce que ça veut dire, Céline? Une gouvernance partagée, ils sont donc 15, mais il n'y a pas de chef. C'est un collectif où ils prennent les décisions ensemble, les décisions qui sont importantes. Ils se réunissent tous les midis, ils évoquent tous les sujets, ils se répartissent les tâches, ils essaient de voir le budget, parce que niveau économique aussi, c'est un grand enjeu. La solidarité, elle est forcément très présente. Oui. Et je crois qu'Aurélien est à nouveau avec nous. Aurélien, ça va être la bonne cette fois-ci. On croise les doigts. Oui, Aurélien, bonjour. Je vous ai un petit peu introduit. J'expliquais que vous étiez dans un couvent qui vous était mis à disposition par une congrégation de sœurs. Expliquez-nous un petit peu concrètement quel est votre projet au travers de cette rénovation. Décidément, on ne va pas y arriver. Alors, c'est une démarche à la fois démocratique, ce projet. Oui, démocratique parce qu'on est sur une gouvernance partagée. Ils mettent en commun les décisions. Écologique parce qu'ils font plein d'expérimentations, ne serait-ce qu'au travers de la rénovation en elle-même. Ils vont utiliser des matériaux, de la récupération, ils vont récupérer des meubles, ils font appel à la solidarité avec tout le voisinage aussi. Ce n'est pas seulement le couvent en lui-même, c'est tout un ensemble, une collectivité. La commune est très impliquée. Des échanges non monétaires, par exemple un plombier qui viendrait et qui a envie de participer à cette rénovation-là, parce que forcément le budget est restreint. Ce sont des personnes il y en a 2 qui ont un travail, les autres sont à temps plein aussi sur cette rénovation-là. Et justement, Céline, rénover une bâtisse, ça a un coût. Comment font-ils pour financer tout cela? Eh bien justement, sur la solidarité, l'échange non monétaire, c'est vraiment là-dessus qu'ils se basent. Et alors, c'est quoi le message de cette association? J'imagine que vous en avez parlé avec Aurélien. Oui, Aurélien, ce qu'il tenait à dire, c'est si le mode de vie que vous avez aujourd'hui ne vous convient pas, venez nous voir. Ils ouvrent leurs portes. Ce n'est pas seulement 15 bénévoles au sein d'un couvent, c'est ouvert à tous, justement pour venir expérimenter, découvrir. Parce que des écolieux, c'est quelque chose qui se développe énormément au niveau national, peut-être même international. Et l'idée, c'est de venir voir. Prendre la température sur telle ou telle expérimentation pour ensuite faire son propre écolieu. Mais il y a une notion de partage qui est très importante. Mélanie Maillard, dans des contextes que nous vivons actuellement, ce genre d'initiative, c'est important, c'est ce qui fait aussi le ciment, c'est ce qui nous relie en tant qu'humains. Oui, je pense que c'est comme vous soulignez,
Monsieur Lelion, c'est le fait de rechercher à tout prix des rapports humains, de la solidarité. Et c'est toujours dans des moments difficiles et chaotiques que les gens, il y a la plus grande solidarité, toujours dans des moments comme ceux-là qu'on vit en ce moment. Finalement, on a tous des ressources en soi inexplorées. Oui. Vous êtes de ceux qui pensent cela Henri Lelion. Et qu'on peut trouver dans des moments difficiles parce que les autres nous ouvrent leur cœur et attendent de nous un coup de main et inversement, bien entendu, parce que ça joue dans les deux sens. Et c'est vrai que cette notion de partage, ça va dans l'instant que l'on partage ensemble, mais c'est aussi dans le partage de connaissances. Ce sont tous des novices, ils font de la rénovation, mais finalement, ils n'y connaissent pas forcément grand-chose dans la culture d'un potager ou enlever la tapisserie ou quoi que ce soit. Mais ils apprennent par eux-mêmes, ils se partagent les connaissances, et c'est hyper important. Ça fait du bien aussi au moral. Et pour revenir sur la partie financement, parce que je n'ai pas donné tous les éléments, effectivement, ils se basent sur les changements monétaires, la récupération, mais il y a aussi une campagne de financement participatif qui les aide forcément pour la rénovation de ce couvent que l'on espère ils pourront acquérir puisque c'est un test pour... Et une petite question, ceux qui veulent intégrer, qui nous regardent ce mouvement citoyen, comment ils peuvent faire, Céline ? Eh bien, les contacter, aller les voir directement. C'est vrai qu'on est dans une période particulière puisque les visites sont limitées, mais ils organisent des chantiers participatifs. Donc, j'invite les téléspectateurs à suivre leur page Facebook. Ils ont également un site internet où il y a leurs coordonnées. Donc, n'hésitez pas. Au contraire, ils seront ravis de vous accueillir. Et on pense bien à vous, Aurélien. On est encore désolé de ne pas vous avoir eu aujourd'hui. Merci, Céline, de nous avoir fait découvrir cette initiative. Autre idée solidaire. Saviez-vous que la lecture est un formidable outil pour réinsérer les personnes détenues? C'est notre idée solidaire du jour. Regardez. C'est vrai que tu fais lire les prisonniers ? Oui, je fais partie de Lire pour en sortir. Lire pour en sortir est une association qui propose de favoriser la réinsertion des personnes détenues grâce à la pratique de la lecture. En prison, le taux d'illettrisme est 2 fois supérieur à la moyenne nationale et 30% des personnes détenues ne maîtrisent pas les savoirs de base. La moitié n'a aucun diplôme. Le rôle du bénévole est d'accompagner la personne détenue tout au long du programme de lecture, de la pousser à la parole et à la réflexion autour du livre. Le bénévole doit être disponible 2 fois par mois minimum en semaine pour se rendre en prison. Marie-Claire est retraitée, elle s'est engagée à lire pour en sortir et elle en tire beaucoup de satisfaction. J'ai rejoint l'association car derrière chaque détenu se cache un être humain. Au cours de cet échange se noue une relation de confiance et il se confie à moi et livre ses doutes, ses problèmes et son histoire. Les détenus choisissent les livres que pour ma part je n'aurais jamais lus. Ça permet pour moi aussi une ouverture et un échange. Je peux dire que jamais je ne me suis sentie en danger et que j'en oublie l'environnement et le contexte. Si vous aussi vous voulez aider des détenus à se réinsérer grâce à la lecture, rejoignez l'association Lire pour en sortir. Allez, on file retrouver Evan. On va jeter un dernier coup d'œil du côté de la place de la Gare. C'est là où il se trouve ce matin, Evan. Oui, la place de la Gare de Rennes où on peut se fournir, qui l'eût cru, en très bons fruits de mer. Je peux vous dire que ça donne l'eau à la bouche pour ce midi. Donc Yann, je le rappelle, si vous nous rejoignez, avec les 15 commerçants de la place de la Gare de Rennes, vous avez monté une plateforme que vous appelez un e-shop. Ça s'appelle placedelagare.shop et on peut commander les produits qu'on trouve chez nos commerçants, les boulangers, les sushis, puisque tu es restaurateur dans un restaurant japonais. Les cavistes, les pâtissiers. Voilà, et aussi des fruits de mer dans une institution rennaise, les pêcheurs. Amélie, tu es préparatrice cuisinière de fruits de mer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on peut commander sur le site ? Oui, c'est ça. On peut commander pour nous des fruits de mer. Vous pouvez commander des plateaux complets qui s'appellent le marin. Ou alors, vous pouvez aussi prendre essentiellement juste des huîtres, des crevettes, des bulots au pois, comme vous voulez. Yann, est-ce que ça se vend bien sur Internet, les fruits de mer ? Les fruits de mer, c'est une belle surprise. C'est un top vente. C'est un des 3 produits qu'on vend le plus sur la place de la Gare.shop. Ça permet, en tout cas pour les cuisiniers, de pouvoir avoir un réassort et garantir la fraîcheur des produits parce qu'il y a quand même l'image du restaurant qui est derrière. Donc je pense que c'est important pour eux de pouvoir garantir ce qu'on retrouve dans le restaurant chez les gens. Et le fait que ça cartonne, ça nous facilite la tâche vraiment. Et puis Amélie, ça permet aussi de garder, mine de rien, juste du travail en fait. Oui, c'est ça. Grâce à l'e-shop, on se mobilise tous pour continuer à travailler
et faire plaisir à nos clients. Et vous êtes ouvert tous les jours, c'est-à-dire que tout est préparé en fait carrément sur mesure entre guillemets. C'est ça, je crois que les cuissons sont faites un petit peu en amont, la veille, mais dressées tous les jours à la minute, comme une pizza par exemple, sauf qu'on met les fruits de mer sur les plateaux à la place de mettre les champignons sur la pizza. Et alors, qui peut se faire livrer un plateau de fruits de mer? Est-ce qu'il faut habiter vraiment autour de la place de la gare de Rennes, ou est-ce que si on habite à Cesson-Sévigné, par exemple, on peut se faire livrer un plateau? Alors, on livre dans un périmètre d'environ 4 km autour de la place de la gare, donc ça correspond à peu près à la ville de Rennes dans son intégralité. On est en train de réfléchir à pouvoir développer un petit peu plus la zone de livraison pour les quartiers comme Cesson, Saint-Grégoire dans un premier temps. Mais là, pour le moment, voilà, c'est Rennes intramuros essentiellement. Bon, Amélie, on va te laisser préparer parce que mine de rien, il y a des commandes. Si vous êtes en campagne, vous pouvez aussi commander tant que ça reste dans ce périmètre. Comme voilà, après, sinon, c'est en click and collect, les gens peuvent commander et venir récupérer dans l'établissement. Alors, mine de rien, cette initiative, c'est aussi chouette pour vos fournisseurs puisque c'est toute la chaîne qui continue en effet, à subvenir. Est-ce que tu peux nous en parler? J'imagine qu'ils sont contents. C'est ça, en effet, c'est toute une économie. De toute façon, je prenais le pain de tout à l'heure, il est fabriqué à base de farine du moulin de Chancor, qui est à Bru, à côté de Rennes. Les fruits de mer viennent de la Marée pour tous, et voilà, c'est une entreprise locale. Il y a toute une économie qui fonctionne. Les légumes, par exemple, qu'on a eu tout à l'heure, ça vient du maraîcher du Paty, qui est également à côté. Voilà, il y a du circuit court, une chaîne vertueuse qui permet quand on fait fonctionner la place de l'air.shop, on fait fonctionner aussi les producteurs du coin. C'est l'économie circulaire. Exactement. Comment est-ce que vous envisagez la suite, et surtout comment vous envisagez Noël? Alors pour Noël, on a une belle surprise. Christian Lesquer qui va nous proposer des plats de chef. Christian Lesquer, chef breton 3 étoiles, qui est d'ailleurs le chef du Georges V à Paris. Absolument. Donc il va nous proposer, on aura un chaperon pour 8-10 personnes. On va avoir un foie gras de Christian Lesquer à sa recette personnelle qui seront disponibles sur le place de la gare.shop. Donc une belle surprise pour nous. Et avec également une offre de restaurants qui vont faire des menus de Noël qui vont être disponibles à partir aux alentours du 15-20 décembre, je crois. Donc voilà, pareil, livré à la maison pour Noël. Bon, super. Donc, le mot de la fin, c'est que vraiment, l'union fait la force, j'ai l'impression. Absolument, oui. Super content de se retrouver, nous, en tout cas, au quotidien. Les restaurateurs, au lieu d'attendre la réouverture, peuvent revenir dans leurs établissements, reprendre place dans les fourneaux ou au fournil pour les boulangers. Et voilà, une belle aventure qui continue, en tout cas. Voilà, une belle aventure que vous pouvez aussi développer chez vous, dans tous les villages de Bretagne, peut-être un jour, grâce à vous. Merci beaucoup. En tout cas, grâce à vous, je pense que nous, on va se régaler d'un petit plateau de fruits de mer ce midi. Ça te tente, Anne Fanté? Ah oui, tu partages. Un petit tourteau. On t'attend, c'est pas très loin de France 3 en plus. Allez, à demain. Allez, salut Evan. Merci Evan. Avant de se quitter, une dernière petite info. Soirée spéciale ce soir sur France 3 à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Sera diffusé le film poignant 120 battements par minute, suivi d'un débat. Un film à ne surtout pas manquer. Je vous le recommande. Merci à tous ici d'avoir été avec nous. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne et à demain. Bravo Monsieur Le Lion pour cette première.